Contente de vous revoir. Dans la première séance d'aujourd'hui, nous commencerons par examiner quelques citations qui expliquent pourquoi ce type de travail est nécessaire. Ensuite, nous explorerons les différentes composantes de la recherche méditative, puis nous nous entraînerons pour développer les compétences nécessaires à ce processus. Cette pratique facilitera nos interactions en général, ainsi que notre étude, individuellement et en branche. Gardez à l'esprit que le but est d'interagir à partir d'un état d'esprit dans lequel nous trouvons la bonne perception et l'intuition. Ce dont nous parlons aujourd'hui est l'idéal, l'état idéal à partir duquel nous étudions, et donc les mots que j'utilise ici. Et c'est important lorsque nous étudions les écrits de Blavatsky, c'est que nous devons savoir comment les mots sont utilisés dans ce contexte et dans notre groupe en particulier. Dans notre groupe d'études, nous devons avoir des règles et une compréhension des mots que nous utilisons. Surtout maintenant à cause des différences linguistiques. Est-ce que ça a du sens? Pour nos besoins ici, notons qu'il existe une distinction entre discussion et dialogue. La discussion est une façon de parler de va-et-vient, répondre et commenter les déclarations présentées. C'est un peu comme des balles de ping-pong qui rebondissent les unes sur les autres. Il s'agit souvent d'une manière de communiquer fragmentée et incohérente pour approfondir la compréhension. Donc, je ne dis pas que cette discussion est mauvaise. Je dis que la discussion ne nous amènera pas à ce lieu d'enquête méditative. Le but de la recherche méditative est de créer une conscience cohérente basée sur des modes d'interaction qui apportent plénitude et compréhension, non seulement à notre étude, mais à la vie quotidienne. Lorsque nous pouvons maintenir l'équanimité dans nos interactions, nous créons un champ capable de contenir toute la gamme des pensées et des émotions présentes à tout moment sans y réagir. Nous pourrons alors partager une compréhension plus impersonnelle. OK. Pourquoi avons-nous besoin de ces pratiques? La recherche méditative est une pratique de pleine conscience qui nous permet de sortir le mental silencieux et immobile du coussin de méditation et de l'intégrer dans nos relations les unes avec les autres. Cette pratique nous permet de reconnaître les limites de la nature inférieure ou du mental matériel et le conflit produit par une pensée fragmentée, tout en apportant l'influence de la nature spirituelle à la personnalité. Cela ouvre alors la voie à un réel potentiel pour moins de conflits et plus d'harmonie dans nos interactions. La conscience est dans toute vie. L'homme est conscient du soi. Dans son inconscience, il est égoïste et égocentrique. Il doit comprendre que son moi, tel qu'il le connaît, est une limitation. Lorsqu'il connaît la vérité sur lui-même, il est libre. La conscience libre devient, ou plutôt est la conscience spirituelle dans l'homme. Cette citation est de Nilakanta Shriram, qui était le 5e président international de la Société théosophique. J'utilise sa citation pour faire valoir 2 points. Premièrement, reconnaître le voyage obligatoire que nous effectuons à ce stade évolutif de l'humanité, dont le but est de faire passer notre conscience de soi, de l'inconscience et de la limitation à la liberté et à l'expansion. Deuxièmement, j'ai volontairement souligné le langage genré dans cette citation. Souvent, dans nos discussions, nous avons tendance à nous perdre dans l'attachement émotionnel que nous avons aux mots, au concept ou au fragment d'un texte. Ensuite, nous perdons notre concentration et le sens profond des mots et des concepts est enfoui sous les opinions. La première compétence nécessaire est d'apprendre à mettre entre parenthèses ou à suspendre ces jugements et conditionnements préformés
afin que nous puissions parvenir à une compréhension plus holistique de ce qui se cache derrière les mots et les concepts. L'homme ordinaire, même parmi les plus intellectuels, accordant toute son attention au témoignage de l'apparence et de la forme extérieure, et étant incapable de pénétrer a priori jusqu'au cœur des choses, n'est que trop enclin à se méprendre sur l'ensemble de la situation. Premièrement, où est allé votre mental lorsque vous avez entendu le mot « homme ». Si vous avez eu une réaction conditionnée dans la dernière diapositive, avez-vous été capable de la remarquer telle qu'elle se produisait dans celle-ci? Je me rends compte que ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené aujourd'hui les problèmes que nous avons peut-être ici, dans notre loge aux États-Unis. Voilà, je voulais juste partager cela, mais il y a d'autres mots, j'en suis sûre, qui suscitent une réaction dans notre étude, dans votre étude. L'idée est donc simplement d'observer ces réactions et de voir ensuite si vous pouvez les suspendre. Alors, ne vous contentez pas de dire que la réaction est là, mais mettez-la de côté. Alors, je vais vous montrer une image. Jetez un coup d'œil à cette image. Quelle histoire votre mental a-t-il créée autour de cette image? Les images que j'utilise aujourd'hui ont été trouvées lorsque j'ai recherché « Crise au Canada ». Cette image est apparue sous « L'itinérance chez les enfants ». Cependant, quand j'ai vu l'image, l'émotion que j'ai ressentie était celle de l'affection. C'est parce que l'histoire que mon esprit m'a racontée était le souvenir d'une époque où j'avais confisqué le téléphone portable de ma fille et telle était sa réaction. Je raconte cette histoire parce que pouvez-vous voir comment la même image peut être regardée sous différents angles? Et la perspective spécifique créera des émotions différentes et différents points de vue. Ce sont les choses auxquelles nous tenons fermement. Cette perspective posera des problèmes lors des réunions de notre branche. La même chose se produit dans les conversations où les gens participent avec de nombreuses histoires différentes. Ce serait alors un exemple d'une branche interagissant à partir d'une conscience de groupe incohérente. Le but de la recherche méditative est de nous aider à mettre de côté les histoires que le mental inférieur apporte à une séance d'étude ou à une conversation et à nous aider à partager, à partir d'un lieu d'unité et de plénitude, ou du moins à commencer par la neutralité où nous pouvons être ouverts et curieux. Nous ne pouvons penser qu'à partir de nos sillons usés, et à moins d'avoir le courage de les combler et d'en créer de nouveaux pour nous-mêmes, nous devons nécessairement voyager sur les anciennes lignes. Les sillons, ou sillons usés, sont construits à partir des schémas de pensée et des habitudes, skandhas en théosophie. Ils ne proviennent pas seulement de cette vie, mais sont aussi inclus ceux hérités des vies précédentes. L'histoire du pot-au-feu. Une amie préparait un pot-au-feu pour la première fois pour son nouveau partenaire. Elle posa le morceau de viande sur la table, coupa les extrémités, l'assaisonna et le plaça dans la poêle. Son partenaire a demandé « Pourquoi as-tu coupé les extrémités ?» Elle a dit que c'était ainsi que sa mère préparait le rôti. Alors, elle a demandé à sa mère « Pourquoi coupes-tu les extrémités du rôti ?» Sa mère a dit qu'elle n'avait aucune raison. On a demandé à la grand-mère. Et la grand-mère a dit « La seule poêle avec laquelle elle devait cuisiner était trop petite. Donc la seule façon pour le rôti de tenir était de couper les extrémités. » Cela n'avait rien à voir avec une recette. C'était né d'une nécessité, puis pris comme une habitude. Pouvons-nous découvrir quels sont nos propres courants de pensée? Il faut du courage et de la force pour se lancer dans une exploration,
visant à aller à la racine de ces habitudes de pensée. Il est parfois inconfortable de remettre en question nos schémas de pensée et de se retrouver dans un état d'incertitude. Mais en nous engageant dans un tel examen et en demeurant dans une situation même inconfortable, nous trouverons réellement le pouvoir de changer les habitudes et de combler les anciens sillons. Pour combler les anciens sillons, nous devons d'abord reconnaître qu'il existe des sillons causés par nos habitudes de pensée, par les histoires de notre cerveau et par les conditionnements de l'environnement. Ensuite, nous devons réorienter, c'est-à-dire donner au mental des histoires nouvelles et plus saines, de nouvelles possibilités d'interprétation, créer de nouvelles voies à suivre pour le cerveau. Mais rappelez-vous que le but ultime est de percevoir sans histoire, en créant un seul sans sillon. Éléments d'action. Augmentez votre exposition à ce qui est différent des informations habituelles que votre mental reçoit. Parlez avec des personnes qui remettent en question votre façon de penser. Changez le contexte dans lequel vous travaillez. Écoutez les histoires des communautés marginalisées. Étudiez avec conviction. L'opinion publique, une fois formée, exerce une influence dominante sur le mental de la grande majorité et éveillant en eux des ondulations réactives. Cependant, chaque homme est la personne qui affecte le plus constamment son propre corps mental. D'autres l'affectent occasionnellement, mais lui toujours. Ici, seule est la sécurité, ici le vrai pouvoir. Il ne faut pas permettre au mental de mentir comme s'il était en jachère, car alors n'importe quelle pensée peut prendre racine et croître. Il ne faut pas le laisser vibrer à sa guise, car pour cela il répondra à toute vibration passagère. Je vais avancer sans faire de commentaires. Voyons si je peux faire ça. Il n'y aura pas de son. OK, c'est une vidéo que j'ai trouvée il y a plusieurs années et j'aime ce vidéo. Seulement l'homme le plus vieux voit les formes pensées, voit que les formes pensées sont présentes. OK, je reviens à la présentation. Nous devons donc nous rappeler, comme nous l'avons mentionné hier, que Leadbeater nous dit que les pensées sont des choses. Lorsque vous êtes soumis à des schémas de pensée malsains, la distraction est un moyen de réorienter votre pensée ou de faire taire les histoires que votre mental crée. Tout ce qui est sain peut être utilisé comme une distraction consciente. Changez la direction dans laquelle vous vous déplacez, écoutez de la musique, la télévision, les réseaux sociaux, les médias, réciter un poème.
C'est un bon point de départ, mais à terme, ces activités devront être échangées contre des activités spirituelles. Une marche en pleine conscience, lire un extrait ou une citation spirituelle, réciter une prière, avec l'intention d'aller au-delà des mouvements du mental inférieur. C'est l'exemple du paradigme de la forme en U. Distrayez-vous avec tout ce qui est sain pour aller vers ne plus avoir besoin de distraction. Et puis l'étape intermédiaire où parfois nous avons besoin de distraction, parfois nous pouvons passer à un esprit silencieux. Je ne pense pas que nous avons besoin de revoir ça. Tout le monde était là hier. Je ne vais pas les expliquer, ce sont les 4 parties. Écoutez avec un mental silencieux. Répondez avec le cœur. Parlez avec intention et conscience. Puisez dans le substrat. Maintenant, nous allons vers la pratique. À travers les diapositives suivantes, nous continuerons à rendre les enseignements pratiques et à préparer notre mental à la recherche méditative. Pendant que je lis les déclarations suivantes, écoutez et observez les mouvements du mental. Je suis partie à l'université et j'ai commencé à sortir avec un gars que je connaissais de ma ville natale. Je suis tombée enceinte au printemps de cette année-là. J'avais 19 ans et sans trop y réfléchir, nous avons décidé d'interrompre la grossesse. Ma mère m'a eue quand elle avait 19 ans et je ne me voyais tout simplement pas répéter sa vie. J'aurais aimé que le conseiller que nous sommes allés voir nous suggère de proposer le bébé en adoption. Remarquez la réponse automatique du cerveau. En écoutant la déclaration, quelle a été votre première réaction? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu une pause avant que votre esprit ne commence à réagir? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Avez-vous remarqué une opinion forte, suscité une forte réaction? Et cette réaction est-elle restée en vous en créant sa propre histoire? Avez-vous eu une réaction à votre opinion ou impulsion initiale? Oh, je ne devrais pas. Nous ne prendrons pas plus de temps pour penser. J'espère que votre cerveau est rapide. Je continue avec une autre histoire. Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans mon corps. La plupart des gens qui m'ont connue m'ont accepté. Cependant, en tant que personne transgenre, j'ai besoin d'avoir accès aux vestiaires des femmes de ma salle de sport et aux toilettes publiques pour femmes afin d'assurer ma sécurité. Maintenant, regardez ce que fait votre esprit et je fais une pause pendant quelques minutes. OK, on continue. Je veux dire, est-ce que ça marche? Remarquez-vous le mouvement de votre esprit? OK, je continue vers un autre exercice. Écoutez la prochaine déclaration et soyez passivement conscient de l'histoire que votre cerveau vous raconte. Écoutez sans verbalisation. Écoutez simplement. N'essayez pas de modifier ou de résister à l'histoire que votre mental crée. Je suis tout le temps en colère. Je sais que ma voix est élevée et aiguë, même lorsque je demande des choses simples. Je n'arrive pas à bien fonctionner dans la société. Je ne m'aime vraiment pas et peu importe ce que j'essaie, rien ne semble changer. Comment quelqu'un pourra-t-il m'aimer un jour?
Qu'avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué vos sentiments? Peut-être avez-vous ressenti de l'anxiété parce que vous vous sentiez impuissant? Une réponse émotionnelle spontanée est naturelle tant que nous ne nous y mêlons pas. Ou êtes-vous capable de remarquer les sentiments en silence? Votre mental a-t-il fait un commentaire pour essayer de réparer, d'expliquer, d'offrir de l'aide? Pour les deux histoires suivantes, essayons à nouveau de mettre de côté la verbalisation, le jugement, la tentative de régler le problème. Mais d'abord, l'un des changements linguistiques qui peuvent apaiser l'histoire que notre cerveau invente est de réaliser et de nous rappeler que chacun d'entre nous est une étincelle du divin, quelle que soit sa personnalité. Nous sommes chacun autonomes, entiers et ingénieux. Si nous pouvons créer un espace sûr pour toute conversation, chaque personne peut éventuellement parvenir à un état d'esprit calme où nous pouvons décider si nous avons besoin d'aide, comment la demander, ou si nous avons simplement besoin de que quelqu'un nous écoute. Gardez à l'esprit cette projection de plénitude et d'autosuffisance pendant que vous écoutez les deux dernières histoires. Je suis mariée et très malheureuse. J'envisage de quitter mon mari et mes 3 jeunes enfants pour trouver mon propre bonheur. Je ne suis tout simplement pas faite pour être mère ou épouse. Tout le monde sera mieux quand je partirai. Avez-vous pu écouter sans verbaliser, sans essayer d'aider, sans suivre l'histoire que votre mental vous a imaginée? Je vais lire la dernière. Je suis arrivée au Canada illégalement et j'ai trouvé du travail sans papier. Je suis une personne honnête et un travailleur acharné, mais c'est difficile la plupart du temps et je dois recourir au vol de nourriture ou de fournitures. Je veux une vie meilleure pour mes enfants, mais je suis à un mauvais jour, sur le point de tout perdre. Mes enfants seront mieux lotis dans le système. Est-ce difficile de garder votre mental silencieux, d'empêcher les commentaires, d'être verbalisés? Cela ne veut pas dire que nous devons toujours être passifs dans la vie quotidienne. Grâce à ces exercices, nous essayons de développer une compétence nécessaire pour nous engager dans une recherche méditative. Alors, la bonne action naîtra du mental silencieux qui ne réagit pas. Une perception est le premier. J'ai l'impression que nous devrions secouer la tête et chasser ces images. Donc, une perception est le premier message donné par les sens avant que le cerveau la nomme ou la qualifie et en fasse un concept. Les perceptions et les concepts ne peuvent pas exister simultanément et nous avons tendance à interrompre la perception avant qu'elle ne s'épanouisse pleinement. Avec la perception, nous regardons la photo en silence, mais ensuite cette pure perception se transforme en concept grâce à notre verbalisation. Les commentaires et les histoires viennent après. C'est le mouvement du mental inférieur, la conscience cérébrale. Nous pouvons nous entraîner au niveau de la perception en recherchant les moments où le cerveau est plus calme et en nous y accrochant. Les concepts ne trouveront pas de terrain pour s'implanter. Il y aura une pause avant que le mental inférieur n'entre et invente des histoires. Recherchez cette pause. OK. Une autre série d'exercices. En regardant les diapositives suivantes, encore une fois en étant pleinement conscient, recherchez la perception et la réaction qui s'ensuit. Essayez de conserver cette perception le plus longtemps possible.
C'est appelé interaction avec l'ego sans réagir à la perception des sens. Nous avons commencé par simplement remarquer les mouvements du mental. Ensuite, nous avons recherché spécifiquement les différentes parties de ces mouvements, la perception initiale des sens et puis la réaction des sens. Finalement, avec la pratique, vous remarquerez un espace de silence avant même que la perception ne vienne à la conscience. C'est la pause que nous recherchons. Regardez l'image, surveillez votre mental. Qu'est-ce que votre mental fait? Est-ce qu'il y a une histoire qui commence à se former? Êtes-vous capable de regarder avec un mental silencieux sans créer de verbalisation d'une manière ou d'une autre? OK, nous sommes passés rapidement sur ces images. Alors maintenant, je veux juste revoir les étapes du processus de travail, le fonctionnement de l'esprit. Le processus du fonctionnement du mental. La perception est neutre. Le mental crée une histoire. L'histoire suscite une réaction. Il y a une réaction à la réaction. L'élément d'action, adopter une attitude mentale qui est ni l'appréciation, ni l'aversion, ni l'indifférence. Ce qui reste, c'est un esprit curieux. Comme on l'a dit hier, le processus est simple. Pas facile, mais simple. L'action ici, pour cette prochaine série d'images, est de regarder avec un esprit curieux. Remarquez la séquence que prend votre esprit et inscrivez-vous dans un « je m'interroge quelque part ».
OK. Alors, pouvez-vous penser à comment nous pourrions chacun proposer des histoires différentes, puis à la façon dont nous pourrions résoudre ce problème? Pouvez-vous voir comment, si nous étions curieux, nous pourrions venir de la même perspective? Cela nous donne donc un terrain d'entente et même avec des opinions différentes, nous pouvons avancer dans un dialogue productif. Est-ce logique? Je vois des oui, merci. J'ai quelques diapositives de plus. Dans ce type de participation naît un mental commun qui n'exclut cependant pas l'individu. L'individu peut avoir une opinion distincte, mais cette opinion sera alors absorbée par le groupe. Si nous pouvons tous mettre de côté l'exécution de nos impulsions, mettre de côté nos hypothèses et les examiner toutes, alors nous sommes tous dans le même état de conscience. Le contenu est le même, alors nous avons établi une conscience commune. C'est là que réside la beauté de la pratique de la recherche méditative. Cela crée un champ qui nous permet de nous rassembler avec toutes nos différences et séparations. Et lorsque nous pouvons mettre de côté ces parties fragmentées, les garder en dehors du dialogue, nous créons cette conscience commune, un lieu où nous pouvons avoir une vision commune sur les enseignements. Même si nous ne nous exprimons pas lors de nos études de branche, il est important de se rappeler que, comme nous l'avons dit plus tôt, les pensées sont des choses. Avec quoi remplissons-nous l'atmosphère de notre session d'études? Garder un mental calme et curieux, c'est participer, c'est précieux. Gardez cette partie jusqu'à ce que vous soyez prêt à parler. La personne sage se rend compte que la vérité est une chose aux multiples facettes, qu'elle n'est généralement pas détenue dans son intégralité par une seule personne ou par un seul groupe de personnes. Il sait qu'il y a place pour la diversité des opinions sur presque tous les sujets imaginables et que, par conséquent, une personne dont le point de vue est opposé au sien peut néanmoins avoir quelque chose de la raison et de la vérité dans sa croyance. Laissez-moi retourner en arrière à cette diapositive-là. La voyez-vous? Juste pour faire la synthèse, parce que ce sont les 4 étapes que nous avons vues aujourd'hui. La perception est neutre. Le mental crée une histoire. L'histoire suscite une réaction. Il y a une réaction à la réaction. Donc, dans notre méditation et dans notre conversation quotidienne, nous voulons supprimer le 4e, le 3e et le 2e afin de rester dans la perception. Ainsi, l'action est essentiellement celle de la curiosité. Et voilà!